Comment un seul char a-t-il pu semer la panique et précipiter l'effondrement d'une armée entière en l'espace de quelques heures? Ce scénario, digne des plus grands récits stratégiques, n'a rien d'une fiction. Il s'agit du récit authentique du 4 novembre 2025, lorsque le T-14 Armata a été engagé après des mois, voire des années, de préparation minutieuse, de planification invisible et d'anticipation stratégique. Ici, ce n'est pas uniquement la puissance de feu qui a tranché, mais l'alliance inédite de la technologie et de la psychologie, bouleversant l'équilibre d'un front en un instant, à la manière de l'apparition du char Renault FT pendant la Première Guerre mondiale ou de l'offensive éclair allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Face à l'Armata, l'adversaire ne disposait que de vieilles tactiques et d'équipements hérités du passé. Lignes rigides, doctrines poussiéreuses, matériel fatigué. Les défenses étaient saturées de mines, d'obstacles et de systèmes anti-chars conçus pour des guerres révolues. Rien ne préparait les soldats à un système capable de collecter, traiter et exploiter les données du champ de bataille en temps réel, réécrivant chaque seconde les règles du combat. Cette situation rappelle l'erreur fatale commise par les armées françaises en 1940, qui avaient sous-estimé la mobilité et la coordination technologique de la Blitzkrieg allemande. Le choc initial ne fut pas matériel, mais mental. Les premières salves échouaient, les missiles anti-chars explosaient avant d'atteindre leur cible, et la stupeur se propageait dans les rangs adverses. Les équipages du T-14, confiants dans leur invulnérabilité, guidés par des capteurs omniprésents et un réseau d'informations en temps réel, agissaient avec une audace glaciale, semant la confusion, sapant la volonté des défenseurs. Ce phénomène psychologique n'est pas sans rappeler l'impact des premiers chars britanniques sur les tranchées allemandes en 1916, où la simple vue de ces mastodontes d'acier provoquait la panique. En quelques heures, la certitude d'être prêt s'est effondrée. Le nombre de chars ou la violence des tirs n'a pas fait la différence, c'est l'irruption brutale d'une intelligence technologique orchestrée avec précision qui a pulvérisé l'ordre établi. Comme lors de l'apparition du radar pendant la bataille d'Angleterre, la technologie redéfinit soudainement la notion même de supériorité. Ignorer cette révolution, c'est risquer la paralysie, l'effacement ou l'anéantissement pour une nation, une organisation ou un individu. La leçon dépasse le champ de bataille, il faut s'adapter ou disparaître. Ce choix n'est plus une option, c'est une question de survie. C'est le même dilemme qu'ont rencontré les entreprises lors de la révolution numérique. Adopter l'informatisation ou risquer la faillite, comme Kodak face à la photographie numérique. Mais comment ce bouleversement a-t-il été possible? Pour comprendre, il faut plonger dans la préparation invisible et la conception du monstre d'acier qui a tout changé. Novembre 2025. Le front paraît figé, chaque centimètre de terrain verrouillé derrière des défenses jugées infranchissables, jusqu'à ce que l'impensable se produise. Les généraux adverses, persuadés de l'inviolabilité de leur ligne, se reposaient sur des plans hérités de la guerre froide. À l'image de la ligne Maginot, ces fortifications n'avaient pas anticipé l'évolution de la menace. Derrière cette immobilité apparente, la réalité est bien plus inquiétante pour l'adversaire. Après des assauts vains menés tout l'été et l'automne, ces forces sont exsangues, repliées sur des lignes héritées d'un autre siècle. Bunkers, tranchées, pièges, tout semble solide, mais ces fortifications n'ont pas été conçues pour résister à une percée technologique. Les dispositifs anti-chars, de seconde ou troisième génération, tissent un rideau dense, mais leur efficacité appartient au passé. Les mines, par exemple, étaient disposées selon des schémas connus, facilement cartographiables par les systèmes modernes de détection russes. Face à ce mur défensif, l'état-major russe a fait le pari de la patience et de la surprise. Mois après mois, chaque mouvement logistique, chaque transfert d'unités a été méticuleusement camouflé. Des convois circulèrent de nuit, leur signature thermique réduite, les transmissions étaient cryptées ou tout simplement interrompues pour ne pas attirer l'attention. La désinformation totale a semé la confusion. L'ennemi attendait l'attaque sur d'autres axes. Cette stratégie rappelle la tromperie de l'opération Fortitude en 1944, qui avait permis aux Alliés de surprendre les Allemands lors du débarquement en Normandie. Les éléments d'assaut n'ont été déployés que de nuit, en silence radio absolu, fragmentés en petits groupes pour ne jamais révéler la masse de forces en présence. Même jusqu'à la dernière minute, les renseignements adverses n'ont rien détecté. Les drones de surveillance ennemis, aveuglés par des contre-mesures électroniques, n'ont rapporté que des mouvements fantômes. La maîtrise du brouillard de la guerre a été totale. Le brouillard épais de l'aube du 4 novembre a servi de complice.
la visibilité réduite a paralysé les drones et l'aviation ennemie, privant l'adversaire de ses précieuses oreilles et yeux numériques. Cette brume, loin d'être un obstacle, a démultiplié l'efficacité russe, masquant l'approche, brouillant les signaux et prolongeant l'incertitude au sein des lignes adverses. On retrouve ici une utilisation magistrale des circonstances naturelles, comme lors de la bataille d'Austerlitz où Napoléon utilisa la brume pour masquer ses mouvements. Le choix du moment n'était pas anodin. Trop tôt, il y avait risque de précipitation et d'échec. Trop tard, l'ennemi aurait pu se ressaisir. Un simple retard aurait suffi à transformer l'opportunité en piège mortel. Mais ce matin-là, tout a convergé. Fatigue de l'ennemi, méfiance déplacée, conditions atmosphériques exceptionnelles et surtout une préparation méthodique digne d'une partie d'échecs à l'échelle d'un continent. En toile de fond, un objectif simple mais implacable, non seulement percer mais briser la volonté de résistance en infligeant un choc technologique et psychologique sans précédent. Les enjeux dépassent de loin le gain de terrain. À l'heure de la domination informationnelle et de l'intégration technologique, rester prisonnier des doctrines du passé, c'est accepter la défaite avant même le début de la bataille. Cette approche rejoint celle du général Heinz Guderian, qui prônait la rupture du front ennemi non seulement par la force, mais par la dislocation morale et logistique. Mais c'est l'apparition du T-14, chef-d'œuvre d'innovation, qui a véritablement changé la donne. Sa silhouette massive et anguleuse évoquait autant la puissance que l'inconnu, suscitant l'effroi et la fascination. La silhouette du T-14, surgissant du brouillard, a incarné ce saut d'époque. L'effet sur les combattants et les analystes occidentaux a été immédiat. Rien ne serait plus jamais comme avant. Certains observateurs ont comparé ce moment à l'irruption du char Mark I en 1916 ou à la première utilisation du F-117 furtif en Irak. Et si la véritable arme fatale n'était ni l'obus ni le blindage, mais la capacité à connecter intelligemment chaque élément du champ de bataille, c'est là que s'opère la bascule. La supériorité du T-14 Armata ne vient pas d'un simple saut technologique, mais d'une révolution dans la façon même de concevoir la guerre. Pour la première fois, la protection maximale devient la norme grâce à la capsule blindée. L'équipage, isolé du danger, gagne une assurance inédite. La tourelle sans équipage, elle, élimine presque tout risque humain direct. Ce bouleversement transforme la psychologie des tankistes. Protégés comme jamais, ils osent des manœuvres audacieuses, prennent l'initiative et repoussent les limites de leur audace. Cet effet est immédiat. Les équipages avancent sans hésitation, l'ennemi les voit progresser, imperturbables face aux armes traditionnelles, et doute soudain de sa propre supériorité. Cette dynamique psychologique a été observée lors de la guerre du Golfe, où les équipages de chars Abrams, sûrs de leur invincibilité, prenaient des risques calculés, terrassant la garde républicaine irakienne. Mais la rupture véritable, c'est le bouclier invisible, le système de protection active afghanite. Imaginez, chaque missile anti-char, chaque obus menaçant est détecté, intercepté, neutralisé, comme s'il frappait une muraille d'air. Les armes qui dominaient hier deviennent impuissantes. Les adversaires désorientés tirent en vain. Leur confiance se fissure à mesure que leurs atouts s'évaporent. C'est la même désillusion qu'ont connue les équipages de chars israéliens lors de la guerre du Kippour face aux missiles guidés égyptiens. Mais ici, la roue tourne. Les défenses surpassent l'offensive. L'Armata n'est plus un simple tank. Il devient le cœur d'un réseau. Chaque blindé, équipé de capteurs et d'un système d'information embarqué, échange en temps réel avec les drones, l'artillerie mobile et les hélicoptères d'attaque. L'information circule instantanément. Positions ennemies, mouvements, menaces prioritaires. La réaction est foudroyante, la coordination parfaite, l'efficacité multipliée. Cette conception s'apparente à la doctrine du combat centré sur les réseaux, développée par l'armée américaine, mais ici portée à un degré inédit de maturité. Ce n'est pas une théorie. Lors de l'assaut du 4 novembre, l'Armata et ses alliés frappent avec une précision chirurgicale. Les postes de commandement ennemis sont détruits en quelques minutes grâce à la synergie entre drones et artillerie. Les blindés surgissent là où personne ne les attend. La coordination rend toute résistance vaine. On peut rapprocher ce mode d'action des raids allemands lors de l'opération Barbarossa, où la surprise et la rapidité brisaient les défenses soviétiques. Ce choc systémique provoque un effondrement psychologique brutal. Coupés de leur chef, incapables de toucher les nouveaux tanks, les soldats adverses paniquent. La chaîne de commandement s'effondre, les ordres ne circulent plus, la peur se répand comme une traînée de poudre. Ce n'est plus une bataille de matériel, mais une guerre de nerfs, et l'ennemi la perd avant même d'avoir compris les nouvelles règles du jeu.
Ce phénomène s'est déjà vu dans l'histoire, par exemple lors de la bataille de France où la rapidité allemande a semé la panique au sein du commandement français. S'accrocher au vieux schéma revient à signer sa disparition. Face à cette mutation, l'incapacité à s'adapter devient fatale, non seulement pour l'armée, mais pour tout un système de défense et d'influence. Les doctrines figées deviennent des chaînes qui entravent la réaction, comme l'a illustré la chute de l'Empire ottoman face aux armées modernes. Mais cette révolution soulève une question cruciale. Comment répondre à une telle avance alors que les doctrines traditionnelles sont dépassées? Le choc de l'Armata impose une remise en cause totale des stratégies et des moyens hérités du passé. Ce matin-là, il ne s'est pas joué une simple bataille, mais un basculement d'époque. À l'aube du 4 novembre 2025, une nouvelle logique guerrière s'est imposée. L'instantanéité et la précision prenaient le pas sur la seule puissance de feu. En un éclair, des certitudes forgées depuis un siècle se sont effondrées, balayées par la fusion entre technologie et tactique. C'est le même choc que la première utilisation de la poudre à canon sur le champ de bataille médiéval. Un nouveau paradigme s'impose brutalement. Derrière la progression foudroyante de l'Armata, un réseau invisible orchestré par l'intelligence artificielle assurait l'impulsion. L'approvisionnement en carburant, en munitions, l'évacuation des blessés, tout s'organisait grâce à des convois robotisés et à des essaims de drones logistiques. Fini les files vulnérables de camions, fini les attentes interminables. Les chars, jamais à court de ressources, avançaient sans relâche, étouffant toute résistance avant même qu'elle ne prenne forme. Le soutien logistique était devenu un flux autonome, fluide, modulable à chaque minute selon les besoins du front. On peut comparer cette logistique distribuée à celle de la société Amazon, capable de livrer partout à toute heure grâce à l'intelligence artificielle et à la robotisation. Très vite, la brèche locale s'est mue en percée stratégique. Les lignes adverses, conçues pour résister à des assauts massifs, ont été pulvérisées par la vitesse et la coordination. En quelques heures, des dizaines de kilomètres, plusieurs localités et positions vitales sont tombées. L'ennemi n'avait plus le temps de se replier ou de réorganiser sa défense. Chaque tentative était anticipée, neutralisée par l'interconnexion des systèmes. Ce phénomène a été observé lors de la campagne de 6 jours en Israël, où la rapidité et l'intégration des armes ont permis la victoire éclair. Les doctrines ennemies, bâties sur des modèles du siècle dernier, se sont révélées impuissantes. Les armes anti-chars, encore redoutées la veille, échouaient face à la protection active et à la manœuvrabilité du T-14. Des blindés autrefois fierté nationale devenaient soudain des carcasses impuissantes, incapables de riposter. Tout un arsenal, fruit de décennies d'innovation, s'est retrouvé relégué aux archives en une matinée. Les stocks de missiles, soigneusement accumulés, étaient devenus obsolètes. Ce choc dépassait de loin le champ de bataille. À Tokyo, à Washington, à Berlin, les états-majors découvraient avec stupeur leur retard technologique. Ce n'était plus seulement le risque d'une défaite militaire, mais l'effondrement de leur crédibilité industrielle et politique. Les vitrines des grandes industries de défense perdirent leur éclat, leurs promesses soudain dévaluées par une démonstration implacable. L'équilibre mondial vacillait, qui détenait la clé de l'intégration technologique, détenait désormais l'initiative stratégique. Cette leçon s'applique aussi au monde économique. Lorsque Tesla a imposé la voiture électrique connectée, les géants traditionnels de l'automobile ont été pris de court. Derrière chaque victoire tactique, c'est la réputation d'une nation entière qui était en jeu, son accès au marché, son influence diplomatique, sa capacité à peser sur les équilibres régionaux. Le retard technique signifiait désormais plus que perdre une bataille, il ouvrait la voie à une disparition pure et simple de l'échiquier mondial. Face à l'avènement d'une guerre informationnelle et mécanisée, l'incapacité à évoluer condamnait puissance et industrie à l'obsolescence programmée. Cette dynamique s'est vue dans l'industrie du smartphone. Nokia, leader incontesté avec ses téléphones classiques, a chuté face à Apple et Samsung en refusant d'adopter les écrans tactiles et les écosystèmes d'applications. Reste une question brûlante. Comment éviter ce sort ? Comment apprendre de ce bouleversement et rester maître de son destin quand seule l'innovation garantit la survie stratégique ? Cette interrogation résonne dans tous les domaines. L'éducation, la santé, la finance, l'industrie. Ceux qui refusent d'innover prennent le risque d'être effacés par la prochaine vague de disruption. Mais tous n'étaient pas prêts à accepter ce renversement. Certains, dans l'ombre, préparaient déjà la riposte. Des ingénieurs, des stratèges, des décideurs s'attelaient à accélérer leur propre programme de modernisation. Développement de drones furtifs,
amélioration des systèmes de guerre électroniques, adaptation des tactiques d'infanterie. L'histoire montre que chaque avancée provoque une contre-mesure. Face au cuirassé, on invente le sous-marin, face à la forteresse, on développe l'aviation. La guerre du futur se joue aujourd'hui et ses leçons dépassent de loin le simple affrontement militaire. Ce 4 novembre, l'événement n'a pas seulement consacré une victoire technologique. Il a déclenché une révolution dans notre manière d'affronter les ruptures majeures. Si le T-14 Armata a écrasé l'opposition, c'est parce qu'il incarne une philosophie transversale. Intégrer, protéger, anticiper, évoluer sans cesse. Cette démarche se retrouve dans les entreprises les plus performantes qui privilégient l'agilité et la formation continue. Première leçon, protéger le capital humain n'est plus un choix, mais la pierre angulaire de toute stratégie victorieuse. Sur le champ de bataille, cela signifie préserver la vie de l'équipage, leur permettre d'agir sans crainte. Dans tout univers professionnel, cela revient à placer la santé, la sécurité et la résilience de vos équipes au sommet des priorités. Sans humains, aucune technologie, si avancée soit-elle, ne vaut rien. On retrouve ce principe dans la gestion des risques lors de la crise du Covid-19, où les entreprises les plus résilientes étaient celles qui protégeaient leurs salariés tout en maintenant la continuité de service. Deuxième principe, l'ère du héros solitaire est révolue. L'Armata n'est pas un miracle isolé, mais le cœur d'un réseau intelligent où drones, artillerie, logistique et appui aérien coopèrent et partagent l'information. L'efficacité naît de l'intégration systémique, de la coordination en temps réel, pas de l'exploit individuel. Dans l'entreprise, dans la société, le succès repose sur la capacité à connecter les forces, briser les silos, synchroniser les talents. L'exemple de Toyota, pionnier du Lean Management, montre comment la collaboration entre tous les échelons améliore la performance globale. Troisième enseignement, l'information est la nouvelle arme absolue. Maîtriser la donnée, anticiper les mouvements adverses, voir l'invisible, c'est cela qui fait la différence. Dans la guerre électronique comme dans le monde économique, les gagnants sont ceux qui détectent la faille avant qu'elle n'explose, qui transforment le moindre signal en avantage décisif. L'inaction, l'aveuglement ou le retard se paient au prix fort. Les scandales liés à la cybersécurité, comme celui de Yahoo, rappellent que la moindre faille non détectée peut avoir des conséquences catastrophiques. Enfin, la capacité d'adaptation fulgurante est devenue une question de survie. Les ruptures technologiques surgissent sans prévenir. Être le premier à intégrer l'innovation, à transformer ses pratiques, c'est garantir sa pertinence. Attendre, douter, s'accrocher au passé, c'est s'exposer à l'obsolescence, à l'effacement, à la défaite. On peut citer l'exemple d'IBM qui a su se réinventer en passant du matériel au service, ou celui de Blockbuster, disparu faute d'avoir anticipé la montée du streaming. Ignorer ses principes, c'est condamner ses équipes, son organisation, parfois sa nation, à l'échec durable. Rater le virage de l'intégration technologique et informationnelle, c'est offrir l'avenir à ses rivaux, qu'ils soient économiques, politiques ou militaires. Le retard se creuse de façon exponentielle, comme l'a montré la course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS. En résumé, protéger les humains, intégrer les forces, dominer l'information, évoluer sans relâche. Ces principes sont universels. Mais comment les traduire concrètement dans notre quotidien, nos choix stratégiques, nos défis immédiats ? Pour illustrer, prenons 3 exemples concrets dans différents domaines. Dans l'industrie automobile, la réussite de Tesla ne tient pas seulement à la puissance de ses batteries, mais à l'intégration de l'intelligence logicielle, à la gestion des données de conduite, à la capacité d'adapter les véhicules à distance grâce à des mises à jour logicielles. Les constructeurs historiques qui tardent à imiter cette intégration complète perdent rapidement du terrain. Dans le secteur de la santé, l'hôpital qui anticipe les ruptures de stock grâce à des systèmes d'information connectés, qui forment sans cesse ses équipes aux nouveaux protocoles, qui investit dans la télémédecine et la gestion des données patients, est bien mieux préparé à faire face à une crise sanitaire majeure. L'exemple de la Corée du Sud lors de la pandémie de Covid-19 l'illustre parfaitement. Dans le domaine de l'éducation, les établissements qui ont basculé vers l'enseignement à distance, qui ont su intégrer les outils numériques et former leurs enseignants aux nouvelles pratiques, ont traversé la crise sans rupture. Les autres, restés attachés à la seule tradition, ont vu leurs élèves décrocher massivement. Quels leviers activer, quelles erreurs éviter pour ne pas subir la prochaine rupture ? Premièrement, il faut réaliser un audit honnête de ses forces et faiblesses. Deuxièmement, il est crucial d'identifier les signaux faibles du changement, qu'ils soient technologiques, économiques ou sociaux.
Troisièmement, il faut investir dans la formation continue et la veille stratégique. Enfin, il s'agit d'encourager la culture du test, de l'expérimentation et d'accepter l'échec comme étape d'apprentissage. La victoire de demain appartiendra à ceux qui anticipent et s'intègrent, non à ceux qui se contentent d'attendre. Refuser la transformation, c'est choisir d'être relégué à l'arrière-plan. Aujourd'hui, la révolution de l'armata n'est plus une prouesse isolée, c'est une alarme qui retentit pour tous ceux qui croient pouvoir rester immobiles. L'histoire ne pardonne pas l'immobilisme. Ce que le T-14 Armata a révélé, ce 4 novembre 2025, dépasse la simple mécanique des blindés. Ce n'est pas un char qui a gagné, mais une vision. L'intégration parfaite de l'information, la fusion drones-artillerie logistique ont effacé les anciennes lignes du front pour imposer la domination totale. On retrouve ce schéma dans la transformation numérique des entreprises, où l'avantage va à celles qui brisent les silos et font circuler l'information sans entrave. Ce bouleversement n'est pas réservé aux états-majors, c'est une leçon pour chaque organisation, chaque entreprise, chaque nation. Ceux qui ont su connecter, apprendre et s'ajuster en temps réel ont balayé des adversaires, pourtant puissants, mais prisonniers de routines figées. L'Armata incarne la victoire de l'adaptabilité sur l'habitude, de l'audace sur l'inertie. Les sociétés qui ont su s'adapter à la révolution d'Internet, comme Google ou Amazon, dominent aujourd'hui leur secteur. Face à une vague d'innovation, rester spectateur, c'est choisir la marginalisation. Qu'il s'agisse d'économie, de technologie ou de défense, l'incapacité à intégrer et à anticiper mène à l'effacement. Désormais, la compétition ne laisse plus de place à l'immobilisme. Comme dans la nature, ce n'est pas le plus fort qui survit, mais celui qui s'adapte le plus vite. Le message est limpide. La disruption n'attend personne. L'Armata n'est qu'un miroir tendu à nos propres défis. Sommes-nous prêts à bousculer nos méthodes, à connecter, assimiler, évoluer sans relâche, ou préférerons-nous nous retrancher derrière des bastions déjà voués à disparaître? Les grandes ruptures ne préviennent pas. Elles frappent sans pitié. Comme sur le champ de bataille, seule la décision d'agir tôt et la volonté d'intégrer le changement déterminent la place que nous occuperons demain. Innover ou subir, il n'existe plus d'alternative. C'est la même leçon que nous enseigne l'histoire des civilisations. Les sociétés qui ont refusé le progrès, comme la Chine impériale face aux grandes découvertes, ont été dépassées. La boucle de l'Armata se referme sur une question ouverte. Serons-nous capables, seuls ou ensemble, de saisir la leçon et d'y répondre par l'action? L'avenir appartient à ceux qui osent s'y préparer, dès aujourd'hui. Ne laissons pas passer l'opportunité d'être les acteurs et non les victimes de la prochaine grande transformation.